Le 8 juillet 1976, un an après les premières manifestations, le ciel s'obscurcit subitement à Saint-Claude, Matouba et Papaye. La soufrière s'est ouverte, elle crache une fine poussière qui en quelques minutes recouvre la région. Après les activités en profondeur, commence l'activité de surface. Ce jour-là, le regard que les Guadeloupéens jetaient négligemment sur la montagne se durcit et se teinte d'inquiétude. J'ai d'abord vu l'ouverture d'une fracture nouvelle, donc une fracture importante, des dégagements de vapeur d'eau, des dégagements de gaz fumerolien et des dégagements de cendres. La fracture est une fracture importante qui part du centre du dôme volcanique, c'est-à-dire de la région du gouffre du Puy-Tarissan, qui a une direction sensiblement nord-sud, en fait nord-ouest-sud-est, et qui s'arrête sur les premiers contreforts de l'échelle. L'ouverture a été brutale et les projections de blocs sont quand même importantes. Le terrain est labouré autour de cette fracture et la zone actuelle des chaudières souffleurs est méconnaissable. Lorsqu'une grande partie de la Guadeloupe s'est mise à danser pendant quelques secondes, l'on s'est rappelé qu'à 1467 mètres, derrière sa collerette de nuages, la soufrière cachait un cratère. Et c'est la surprise plutôt que la peur qui, chez beaucoup, a provoqué une sorte de panique lorsque le 8 juillet, l'activité de la soufrière est devenue spectaculaire. Déjà au mois de mars, Haroun Tazieff était venu ausculter la soufrière, guidé par celui qui connaît le mieux le volcan, Michel Feuillard. Alors on peut dire que depuis le mois de mars, on a finalement une activité sensiblement constante, qui tourne autour de 600 séismes enregistrés chaque mois et une dizaine de tremblements de terre ressentis dans la proche région du volcan aussi chaque mois. Donc une activité de libération d'énergie profonde sensiblement constante depuis la fin du mois de mars. C'est une activité anormale puisque l'activité de la soufrière en moyenne est de 150 séismes chaque année et que le nombre de séismes ressentis venant de la soufrière est de l'ordre de 1 tous les 3, tous les 4 ans. Mais là, actuellement, nous n'avons aucune manifestation de surface, aucune manifestation de modification dans les débits de vapeur, aucun indice anormal d'élévation de température dans nos forages de contrôle. En voyant l'eau, mon cas courir, quand mon matéo. Mon seul bétail de gars, bétail moi, c'est qui mon à moi, laisse que moi il va à casa moi, moi aller pour voir, là qui mon enterré, en même temps qu'à m'a dit, nuvé à madame là pour qui mon à moi, il dit moi, il faut à casa moi jusqu'à là, en entier moi. Et mon Dieu maintenant, mon Dieu qui a vrai, un péquet qui te bassesse. Là où la soufrière change de physionomie, le col de l'échelle est barré d'une longue faille de laquelle jaillit à plusieurs dizaines de mètres un jet de vapeur. Sur place, le spectacle est impressionnant. Dans une brume opaque, chaude, étouffante avec son odeur d'hydrogène sulfuré, apparaît cette faille rugissante. Le phénomène de la phase de débouchage a quand même été spectaculaire, a été important. La fracture qui s'est ouverte est quand même une grande fracture. Le phénomène est plus important que celui de 56. Probablement, c'est plus important que celui de 1836-1837. Outre l'ouverture, nous avons eu un lard, c'est-à-dire une coulée de boue spectaculaire qui a recouvert une partie importante du col de l'échelle qui s'est déversée dans le Carbet, dans le partie le front le plus avancé, s'est déversé dans la rivière du Carbet, ce qui donne ces couleurs rouilles que l'on a dans l'embouchure du Carbet. Les températures ne sont pas excessives puisqu'elles sont à 95 degrés centigrades, c'est-à-dire la température d'ébullition de l'eau que nous avons là-haut. Donc c'est un phénomène qui n'est pas violent, mais nous avons encore des dégâts solfatariens qui sont importants. Vous avez qui piquent les yeux, qui rendent difficile la respiration. Par conséquent, on comprend la nécessité
de mettre en place un dispositif de sécurité et d'éviter que les gens ne se promènent, je dirais, d'une manière dispersée dans le massif volcanique. Le bulletin de santé de la Soufrière est laconique, l'état stationnaire, disent les scientifiques. Il n'empêche qu'une certaine inquiétude subsiste parmi la population. Des mesures d'urgence sont étudiées, certains malades se préparent à être évacués. À Paris, 164 pompiers spécialisés sont en état d'alerte. En Basse-Terre, les eaux des rivières prennent une teinte marron et il est recommandé d'éviter leur consommation ainsi que celle des poissons morts. Désormais, plusieurs fois par jour, les scientifiques, aidés par les CRS et les gendarmes, se rendent sur les lieux pour effectuer des mesures et des prélèvements de façon à mieux appréhender le phénomène. Les conditions de travail ne sont pas toujours idéales, loin de là. Ce sont des solutions rassurantes que je préconise. En mars-avril, je ne me suis pas trompé. En juillet, je ne sais pas si je me trompe ou si je ne me trompe pas, mais quand je dis avec une certaine force qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, que la population peut rentrer, que la vie normale, économique, familiale peut reprendre, je ne prends absolument pas en considération les vœux, les désirs, les souhaits du gouvernement. Mon papa jouait des affaires là mauvais. Alors, mon carton toujours. C'est pas mauvais ça. Ouais. Et quand on attend? Eh bien, mon carton, moi là toujours. Mon carton, dans la belle, moi là toujours. Et est-ce que vous avez fait tout vite comme d'habitude tous les jours? Ah ben oui. Je n'ai pas peur du tout pas. Parce que j'étais en métropole, on a dit que la métropole, ça bouge aussi là-bas. Je n'ai pas peur de la Soufrière parce que je ne crois pas que rien du tout va arriver. Ce que nous prévoyons, c'est une recrudescence des phénomènes au sommet de la Soufrière et une recrudescence qui devrait conduire, si notre logique de raisonnement se vérifie, à une éruption de type important, de volume et de puissance exceptionnellement grande. C'est l'analyse que j'ai faite, que j'ai exposée à mes autres partenaires scientifiques qui sont ici en délégation ou qui sont sur place au volcan de la Soufrière. Tous ont partagé mon point de vue. Nous courons à une catastrophe. Ici le préfet qui vous parle. La situation s'est encore considérablement aggravée. Étant responsable de la sécurité de la population, je viens de décider l'évacuation totale de toute la zone concernée qui va donc de Capesterre jusqu'à Vieux-Habitants. En conséquence, l'alerte numéro 2 est déclenchée sur l'ensemble de la zone Capesterre, Vieux-Habitants, Trois-Rivières, Gourbert. Bien entendu, toute la population du triangle Saint-Claude, Basse-Terre, Baillif doit également partir. Je demande à la population de conserver son calme. Elle a le temps de partir maintenant. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La situation s'est considérablement aggravée depuis ce matin. Monsieur Orousseau, le préfet de région, avait déjà pris la décision de faire évacuer 30 000 personnes des régions de Basse-Terre, Saint-Claude, Baillif, Gourbert et Capesterre. Mais depuis ce matin, avec l'alerte numéro 2 du plan Orsec, ce sont 70 000 habitants qui doivent se replier. On a pu évacuer certaines choses et lorsqu'on a voulu revenir à 10 h du soir, on nous a dit non, qu'on ne pouvait plus rentrer à Basse-Terre à 10 h du soir. Or, le matin, on nous avait dit que c'était jusqu'à minuit. Et hier, on a encore essayé de forcer le barrage, on n'a pas pu. Alors aujourd'hui, on nous a dit qu'il fallait laisser passer, donc nous sommes venus chercher ce laisser passer. Une grande
grande partie des Bastériens se trouve maintenant au nord de la Guadeloupe. Et si pour certains, cette transhumance prend l'aspect de vacances chez des parents ou des amis, pour la majorité des réfugiés, ce sont des centres d'accueil organisés par certaines municipalités de la Grande Terre. Là, les problèmes surgissent à chaque instant. Heureusement, nous sommes en période de vacances scolaires et les classes, cantines et stades peuvent accueillir les réfugiés et surtout permettre de les nourrir. Le problème le plus épineux, celui du couchage, trouve une première solution grâce à 2000 lits en provenance de métropole à bord d'un avion affrété spécialement. Conférence du secrétaire d'État au Dom-Tom à son arrivée à l'aéroport du Rézé. La situation, dit-il, demeure préoccupante, mais c'est une première mondiale. Même la Chine n'a pas connu cela que d'avoir évacué 72 000 personnes avant un séisme. Alors que rien ne laissait penser à une quelconque activité anormale, les scientifiques sont blessés lors d'une explosion alors qu'ils effectuaient une visite de routine. Parmi les blessés, M. Bob du CNRS, Allègre de l'IPG, Haroun Tazieff et l'un de ses collaborateurs François Le Guern et Aubert de l'INAG. Malgré les risques, les équipes de secours et le médecin des pompiers de Paris montent sur le volcan. Les blessés y reçoivent premiers soins, puis sont évacués par hélicoptère vers l'hôpital de Pointe-à-Pitre. On n'a absolument pas tenu compte du fait que cette chimie était tout à fait rassurante. On n'a pas non plus tenu compte que la personne qui s'est occupée d'analyser les cendres volcaniques a fait une analyse absolument fausse des cendres, prétendant qu'il y avait dedans du verre frais. Or, les analyses faites depuis concordent toutes, il n'y a pas trace de verre frais, il n'y a jamais eu trace de verre frais. Donc on a délibérément retenu les éléments inquiétants, qu'ils fussent vrais comme la sismicité, qui était inquiétante, ou qu'ils fussent faux comme la présence de verre frais, qui était inexistante. Des querelles qui ont agité le petit monde scientifique réuni en Guadeloupe pour se pencher sur le réveil de notre volcan, un homme a toujours su se tenir à l'écart. Son attitude réservée et son jugement pondéré ont définitivement convaincu les Guadeloupéens que Michel Feuillard restait le seul vrai spécialiste de la soufrière et que lui seul méritait le titre de sorcier du volcan. Lorsque dans la nuit du 7 au 8 Vendémiaire, le volcan de la Guadeloupe s'est rallumé avec l'appareil d'une forte éruption, les inquiétudes des habitants de cette île durent être d'autant plus grandes que depuis près d'un siècle, il était tranquille et paraissait devoir bientôt s'éteindre comme celui de Saint-Eustache. Quant au retour de la lumière, ils virent les eaux de leur rivière chargées et leur campagne couverte d'une poudre grise, pesante et imprégnée de l'odeur de soufre qui se faisait sentir partout. Ils pensèrent qu'ils n'étaient échappés aux dangers de la nuit que pour voir leur plantation détruite et leur vie encore menacée. Il était donc de la plus grande importance pour la tranquillité publique que l'état actuel de la montagne fût connu. Cette éruption historique qui a frappé lourdement le sud Basse-Terre, puisqu'il s'agissait d'une éruption cataclysmale, a probablement chamboulé le massif de la Soufrière de l'époque. Ce dôme, puisque c'est un volcan à dôme, un volcan explosif, de la famille des volcans donc très dangereux, ce dôme devait être situé probablement à plus de 2000 mètres d'altitude. Et c'est vrai qu'il y a eu des projections phénoménales, des éjectats sur au moins une dizaine de kilomètres. Et à ce moment-là, le volcan a reconfiguré l'ensemble du sud Basse-Terre, tout au moins de la partie sous le volcan, puisque l'éruption a été directionnellement axée vers le couchant. Micheline, quelle joie de vous voir. Écoutez, on s'embrasse quand même. Hein. Ça rappelle de tels souvenirs. Oui. 30 années. Nous n'allons pas faire les anciens combattants en se rappelant de souvenirs, mais vous vous rappelez tout de même le 8 juillet, quand j'étais tranquillement en train de travailler dans mon bureau, que vous ouvrez et que vous dites, monsieur le préfet,
La soufrière a pété. La soufrière a pété. Exactement. Et je me vois encore me précipiter par la fenêtre, et on en reparlera, et voyant l'affaire. Voilà un souvenir fort. Et tout de suite, j'ai appelé M. Feuillard, à l'époque, qui était à son bureau. Il est venu regarder d'abord ce qui s'est passé, et puis voir tout ce qui s'est passé, parce que tout autour de la soufrière de l'observatoire, tout est devenu très sombre. Avec toute cette retombée de poussière, on ne voyait pas grand-chose. Quand tout a éclaté, monsieur Feuillard qui m'a appelé, il m'a dit « Passez-moi le préfet ». Je dis « Monsieur le président, monsieur le préfet est en communication ». Je vous dis « Passez-moi, monsieur le préfet ». Je dis « Il est avec le ministère. Écoutez, madame, la soufrière vient d'éclater ». À partir de 1975, le bruit de fond normal du volcan a commencé à croître. Et c'est à partir de cette époque-là qu'on a vraiment surveillé, qu'on a essayé de comprendre ce qui se passait. On a comparé ce qui se passait avec ce qu'on avait vécu déjà en 1956. Et on a pu, comme ça, progressivement mettre en place un scénario, ce qui nous a permis, à partir de mars-avril de 1976, de dire aux gens de la Guadeloupe que la probabilité était forte pour que, compte tenu de l'énergie qui serait peut-être libérée en juillet, puisqu'elle ne faisait que croître, on allait peut-être avoir un phénomène de surface. Les animaux étaient très excités. Ils m'ont fait attacher les cabris. Les cabris ne pouvaient pas rester à l'extérieur. Ils m'ont fait dire à ma mère, « Maman, la pluie tombe, la pluie ne me mouille pas. » Elle m'a dit, « Quand tu as couillon comme ça ?» Alors, et maman est allée sortir et m'a vu la soufrière en train d'envoyer toute la grosse cendre. Tout le monde a fui comme des lapins. Tout le monde s'est précipité sur Pointe-à-Pitre, sur Pointe-Noire. On a évacué la région. Dans l'espace de quelques heures, Saint-Claude était vide de tout habitant. Quand mon fils et moi nous sommes montés à 1h de l'après-midi, vers 13h, on est monté, on a traversé Saint-Claude. Vite, il n'y avait personne. Et moi, ça qui m'a buté moi même, c'est que en vrai, les gens qui étaient vraiment aristocrates, ils montaient des camions. Ils montaient des camions là, on était obligé de faire signe pour pouvoir monter des camions. Ça c'est un bon butin, ça. La seule pensée qui nous habitait, c'était de fuir le plus rapidement possible et gagner la Grande Terre, qui nous paraissait le lieu le plus sûr. À l'ORTF, on entendait partout les parents qui appelaient, qui disaient « Tantôt, je suis à Baïgalotte ». Un autre disait, de la même famille, hein, un était à Los-Bertrand, un autre était à Baïgalotte, un autre était au Saint. Mais c'était vraiment, ça faisait frissonner de voir une famille qui était écartelée comme ça. Parce que les gens partaient tout simplement, ils savaient où aller, hein. Ils fuyaient Saint-Claude. On avait tous l'obsession de la montagne pelée. On était sûr, puisqu'on nous disait que la soufrière était une montagne de type péléen, qu'elle allait exploser, que le magma allait nous envahir tous et qu'on allait tous mourir. C'est en jouant dans le bourg sur cette place, je me souviens que nous avions vu arriver beaucoup de voitures, surtout des camionnettes, chargées de personnes, je dirais vraiment chargées de personnes, avec beaucoup de cendres sur le dos, sur le capot, on ne savait pas qui était noir, qui était pas... il n'y avait que des chabins. On n'était pas véritablement préparé à faire face à un événement aussi brutal, aussi rapide, où il y a eu une évacuation spontanée. Donc on s'est trouvé devant des scènes, avec le recul cocasse, c'est vrai, où mon oncle qui habite Baïf arrive devant moi en me disant « Écoute, voilà, je suis couvert de cendres, qu'est-ce que je fais? Caillot qu'a fait avec moi ?» Comme si nous-mêmes étions capables de dire quelque chose. Sur les ondes, l'hôpital demande au personnel à pouvoir regagner son poste pour pouvoir prendre des dispositions pour l'évacuation des malades. Les premières décisions sont arrivées, des bus sont arrivés et on a commencé à déménager service par service sur le port de Basse-Terre en vue de l'évacuation des patients par bateau. Et nous étions tous, je dirais, entassés. Je crois que je vais employer ce terme, entassés sur le port de Basse-Terre. Donc il y avait un abri, il y avait le pont là sur lequel on passe. Donc tout le monde était là. Il y avait quelques matelas déposés. Les grabataires, ils étaient allongés.
Et donc chaque équipe avait en charge et regroupait un petit peu. Nous sommes restés là des heures, hein, je dirais des heures, en attente là. Alors on a fait un grand nettoyage tout le long jusqu'au derrière. Et on a commencé à recevoir les malades au fur et à mesure, en les installant bien à côté l'un de l'autre pour pouvoir bien caser tout le monde. Et puis après, il y a eu l'hôpital de psychiatrique. Après l'hôpital psychiatrique, il y a eu le virus, ils sont descendus aussi. Et toutes les infirmières des cliniques les plus rapprochées de Saint-Claude sont descendues. Et le hangar était vraiment rempli de malades, bien exposés en attendant l'arrivée du premier bateau. Nous avons accompagné une évacuation spontanée et justifiée de 25 000 personnes, de l'ordre de 25 000 personnes, et ceci s'est passé très très bien. Malheureusement, les gens n'étaient pas préparés et à une évacuation, d'où cette espèce de panique qu'il y a eu le 8 juillet. Mais entre le 8 juillet et le 15 août, les choses se sont aggravées, je parle sur le plan sismique, au point qu'il y a certains moments, il y avait jusqu'à 600 petits tremblements de terre par jour. Mais je dois dire que les services publics, le plan Orsec en quelque sorte, s'étaient déjà réunis avec un certain nombre de techniciens. Pour la mise en place de l'articulation entre notre plan Orsec et l'organisation nationale, il y a eu plusieurs missions d'experts et de colonels de la direction de sécurité civile qui sont venus. Le plan Orsec, qui est extrêmement détaillé, puisque, comme vous le savez, il permettait de coupler, entre guillemets, une commune dans la zone de la Soufrière à risque, et je rappelle que c'était 72 000 personnes, avec une commune dans des zones qui n'étaient pas dépendantes du risque. Ceci, ça a été fait, bien entendu, en liaison constante avec l'ensemble des maires. Nous n'allions pas jumeler en quelque sorte une commune de Basse-Terre avec une grande terre s'il n'y avait pas un accord entre les maires. Dans la manifestation de ce type de volcan andésitique en zone tropicale humide, une manifestation magmatique est toujours précédée d'une manifestation phréatique. C'est-à-dire que l'explosion n'est qu'une explosion où domine la vapeur d'eau. Dans le cas du magma, les phénomènes sont plus importants parce que le magma porte plus d'énergie et par conséquent, les manifestations deviennent plus dangereuses. On a essayé de mettre en place une surveillance des projections du volcan, qu'on appelle la poussière volcanique ou vulgairement la cendre volcanique, une étude qui permettait de tenter de voir si, dans ces projections qui ont été importantes à partir du 25 juillet jusqu'à la date d'évacuation le 15 août, étaient relativement importantes, voir si on ne pouvait pas anticiper sur l'arrivée de ce magma pour ne pas être surpris, et si, dans ces poussières qui étaient rejetées à l'extérieur, on ne pouvait pas trouver des éléments. Nos pétrographes n'étaient pas suffisamment équipés pour ce genre d'exercice et ils ont cru voir du verre frais magmatique alors que finalement l'expérience a montré bien plus tard que ce verre frais magmatique était en fait des sulfures. Quand vous voyez ces images qu'on a pu ramener, ce jour-là, on se dit, qu'a-t-on risqué exactement? Est-ce qu'on a eu bien fait? Mais là, l'insouciance pour nous, c'était vraiment après être redescendu. Et c'est surtout après, quand on a regardé ces images ensemble avec les amis, on a dit, mais je crois qu'on était peut-être un peu fous. Quand ils sont arrivés avec du matériel. Parce qu'on n'avait pas suffisamment de matériel sur la Soufrière. Alors il fallait installer d'autres stations sismiques pour mieux localiser ces événements et mieux travailler. Tout ça s'est gâté lorsque Daziev étant parti en Amérique du Sud,
pour voir un autre volcan qui était en éruption. L'équipe d'Asia s'est retrouvée un peu seule et on a envoyé le professeur Brousse en Guadeloupe. Alors ça a été la catastrophe. Monsieur Tazieff qui était responsable du volcan, n'était pas là le 15 juillet. Quelques jours avant, il est parti sur le thème « c'est pas dramatique, vous avez encore des jours si ça augmente, et moi j'ai autre chose à faire ». Et donc il part voir inspecter un volcan dont il n'avait pas la charge en Amérique du Sud. Et quand je lui dis tout de même ça m'ennuie que vous partiez, il me dit écoutez non, ça va aller, je vais vous envoyer une petite note précisant ce qu'il faut faire. Et je lui dis mais comment est-ce que je peux vous atteindre pour vous faire revenir rapidement s'il y avait un problème? Il me dit écoutez ça va être difficile, passez éventuellement par notre ambassadeur à Quito, mais je tiens à vous dire qu'à l'endroit où je pars, il faudra 8 jours par mulet pour venir me joindre. Ça voulait dire que s'il y avait eu un cataclysme, il pouvait dire mais le préfet est un assassin. Et moi je ne voulais pas être un assassin, figurez-vous. Tous les spécialistes qui sont avec moi, le Dr Tomlin de Trinidad, qui est très spécialiste des volcans antillais, partagent mon point de vue. Le processus est inexorable, c'est-à-dire que nous pensons avoir passé ce qu'on appelle le point de non-retour. On avait annoncé par exemple qu'il y avait du verre dans les matériaux qui avaient été projetés, alors qu'après cela s'est révélé complètement faux. Donc à partir de là, s'il y avait du verre, il y avait du magma. Donc s'il y avait du magma, il allait y avoir une explosion, une éruption dangereuse. Donc vous voyez, il y a eu beaucoup d'interprétations fallacieuses et des mauvaises informations qui ont été transmises aux autorités. Ce qui fait que les autorités, voyant les scientifiques leur dire il va y avoir quelque chose de grave, ils, par précaution, ce qui est normal, un préfet, et il ne veut pas laisser exploser. On avait la mémoire de l'explosion de la montagne Pelée à la Martinique, qui avait été catastrophique. Il y avait eu 30 000 morts, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, il n'était pas question de laisser se reproduire un tel événement. Ça secouait terriblement. Hein? Si on dit que ça ne secouait pas, moi, on entendait le bruit. On entendait le volcan gronder. Et je savais que ça allait secouer. Donc, la maison n'était pas construite. Une fois, j'étais couchée. La fenêtre en bas s'est ouverte. Et le 14 août, on était venu pour passer le week-end, puisque j'avais quelques jours. Quand on a dit qu'on évacue, alors là, ça a secoué tout de suite. J'ai dit à mon mari, toi, si tu veux, tu restes encore. Mais cette fois-ci, je ne vais pas m'inquiéter. En avant, j'ai cherché une voiture, j'ai embarqué mes enfants et je suis partie. J'ai dit, je ne reviens plus. Hein? Non, je ne revenais plus. C'était vraiment... Le grondement et le secousse, c'était dur. Les gens étant arrivés pressés avec leurs paquets, leurs sacs, ce qu'ils pouvaient, il fallait trouver un moyen de diriger cette population à l'extérieur du champ qui pouvait être atteint par le volcan La Soufrière, dont la coulée du bourg de Trois-Rivières se trouvait juste à cet endroit-là. Il a fallu faire avec les moyens du bord. Donc, les gens s'étaient rassemblés au bourg, ceux qui avaient pu arriver devant la mairie étaient devant la mairie, et on a essayé de faire partir certains sur le bord de mer, puisqu'il y avait un bateau au bord de mer, donc les femmes, les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Et il a fallu gueuler quelquefois parce que les hommes s'étaient installés dans les voitures et pour les faire descendre, il a fallu chercher la gendarmerie pour les obliger à descendre des voitures, de manière à permettre aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux enfants d'être évacuées vers le bord de mer. L'élu qui était là, c'était juste le premier adjoint, le deuxième adjoint et des responsables d'associations, dont M. Bride et moi-même. Bon, mais les élus, ils étaient presque tous partis à l'époque. Les pompiers ont fait magnifiquement bien leur travail. Ils ont accompli à la lettre toutes les consignes du plan Orsec. Ils sont allés partout où on leur avait dit qu'il fallait aller. Ils ont amené au bateau et je sais... entre autres choses, ils ont été recueillir 2 femmes lépreuses
les filles d'Alexis, qui étaient de la ville de Basse-Terre, et dont les Basse-Terriens ne voulaient plus en entendre parler parce que la lèpre à Basse-Terre, c'était inimaginable, et on les tenait pour ainsi dire cachés. Et elles avaient des gants blancs, ils sont allés les prendre, et ils les ont amenés, je ne sais pas où ils les ont amenés, je serais curieux d'ailleurs de savoir vers où on les a orientés, ces deux lépreuses. Mais ils l'ont fait avec courage. Le plan Orsec avait prévu que chaque commune, dans une période, dans la partie dangereuse, était jumelée avec une commune de Grande Terre ou de Grande Terre ou de la partie non dangereuse de la Basse Terre. Les Saint-Claudiens n'ont pas regretté d'être accueillis à Baie-Mahault parce qu'on a tout fait pour le mieux-être de cette population qui avait été déplacée. Et on sait comme c'est pénible d'être brutalement déplacé et de laisser tout derrière soi sans espoir, sans savoir si on pourra y retourner un jour. Ça s'est fait sous le plan des élus dans la plus grande solidarité. Tout le monde s'est mis autour d'une table pour organiser, dans l'intérêt des populations, une évacuation saine, coordonnée et l'installation des populations, Saint-Claude était à Baie-Mahault et à Morne-à-l'Eau, une répartition géographique des populations avec l'État, avec les services administratifs et le déplacement des archives. N'oubliez pas que tout le palais de justice, toute la cour d'appel s'est vu transférer à Pointe-à-Pitre dans des conditions difficiles, mais dans des conditions de responsabilité. Nous avons pu utiliser, grâce aux vacances scolaires, l'ensemble des équipements de l'éducation nationale. Nous avons mis en place des lits de camp qui nous étaient venus de l'armée venant de la métropole. Nous avons fait fonctionner les cantines scolaires pour l'ensemble de la population et nous avons utilisé les enseignants qui étaient venant des autres zones pour continuer. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu d'interruption dans la vie scolaire des enfants. On travaillait tantôt de 7h à 1h et d'autres fois de 13h à 16h, à 18h, pardon, pour pouvoir permettre aux autres de travailler aussi. Et on a travaillé pendant plus de 6 mois comme ça. Et l'année scolaire s'est terminée, les enfants ont pu aller aux examens et ma foi, les gosses, les jeunes se sont adaptés assez facilement, ce qui n'a pas été le cas pour les personnes âgées. Imaginez-vous qu'une personne âgée qui quittait son domicile parfois pour la première fois, qui se retrouvait dans une salle de classe avec plusieurs familles, quand la nuit tombait, ce n'était pas la joie pour ces personnes âgées, c'était ça. Le drame vécu par la caravane des exilés en s'inscrivant sur fond de crise économique, sociale et humaine fait office d'amplificateur politique. Le peuple soutient Haroun Tazieff, son administration le dénie, la vraie souffrière est en Grande Terre, la politique s'en le souffre. En ce qui concerne Rousseau, je crois qu'il a paniqué. La preuve, il a tellement paniqué qu'il avait commandé un dépôt au camp du Gommier des milliers de cercueils. Par conséquent, je crois que ça a été plutôt une réaction de panique. Ça a été également, de la part des spécialistes, une réaction, au fond, des ambiguïtés, puisqu'au fond, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. On avait même, je crois, fait un jeu de mots avec Brousse et Frousse, compte tenu que Brousse avait parlé d'une sorte d'éclatement de tout le continent bastérien, en quelque sorte. Par conséquent, bon... Paris avait déjà envoyé des cercueils en plastique, des sachets pour ramasser les corps, tellement on croyait que l'éruption aurait été catastrophique. Ceci n'est pas vrai. Et j'ai interrogé les gens, a dit, si vous avez quelqu'un auprès de vous qui vous dit ça, vous le prenez et vous venez me le présenter, cette personne. Et je lui dirai que c'est pas vrai. Et d'un seul coup, ça s'est arrêté, figurez-vous. Donc, a priori, les rumeurs sont ainsi faites qu'il faut les accepter et il faut réagir très vite et très fermement. Pendant que la Terre gémit autour du triangle interdit, les déclarations contradictoires des scientifiques ajoutent au contexte de chômage forcé, d'improvisation, de tension et de dispersion des familles. Basse-Terre est en Grande Terre. Certaines communes amies, ça a été le cas de Pointe-à-Pitre, ont accueilli Basse-Terre
la municipalité de Basse-Terre, l'administration de Basse-Terre de manière extrêmement forte, conviviale. Et je me souviens donc que nous nous retrouvions au centre José Marty, en face du cinéma La Renaissance, où nous étions, c'est vrai, à 15, 20, 30 agents dans une même pièce à travailler. La municipalité de Pointe-à-Pitre a également réquisitionné des appartements au centre Georges Roux, où nous avons passé un certain nombre de mois. L'économie s'est réorganisée sur Pointe-à-Pitre, puisqu'il avait été convenu qu'on ne pouvait pas faire deux porte-conteneurs, et que Pointe-à-Pitre avait été choisi pour être le port porte-conteneurs. Et on a fait comprendre aux grands propriétaires terriens d'ici même, de la maison où l'on est actuellement, que la banane de montagne n'avait plus grande survie, qu'il fallait désormais la banane de plaine, et qu'ils fassent des acquisitions en plaine de Capesterre, ce serait mieux pour eux, ils seraient plus proches du grand port d'embarquement-débarquement. Et on a condamné, quand je dis on, ce sont les propriétaires terriens de la région, ont condamné eux-mêmes le port à sa disparition. Même si après, ils ont été effrayés par ce qu'ils avaient fait. Mais la grosse victime de cette situation a été la ville de Basse-Terre. Je me demande même si ça n'a pas été un prétexte pour la Guadeloupe d'anéantir le port de Basse-Terre et de conteneuriser la banane à Jarry. Je crois que... je ne sais pas. On a essayé d'utiliser cette crise pour dramatiser un petit peu la situation, pour maintenir, à mon avis, beaucoup trop longtemps éloignés de leur zone d'habitation, les personnes qui avaient été évacuées. Là, je crois qu'il y a eu des responsabilités un petit peu graves. Alors, à l'époque, Haroun Tazieff l'avait dénoncé, mais d'autres l'ont dénoncé également. Et on peut dire qu'il y a eu une tendance à essayer de donner des informations qui n'étaient pas toujours exactes pour donner un aspect un peu plus noir de la situation qu'elle n'était en réalité. Il y avait des risques, mais les risques, ils étaient au sommet surtout du volcan, mais il y avait des risques, mais il ne fallait pas non plus les exagérer. Il y avait malgré tout une espèce de répartition des forces de l'activité économique qui se faisait entre Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. Il y avait une répartition même des services administratifs qui se faisaient. Le port, bon an, mal an, fonctionnait. Or, tout ça a été modifié. La Basse-Terre ne s'est pas remise de ce choc-là. On peut dire ça. Il a fallu refaire la reconquête des terres agricoles. Il a fallu voir durablement s'installer les techniques que les agriculteurs de la Basse-Terre avaient mis de longues décennies, pour ne pas dire des siècles, à maîtriser et à contrôler. C'est ainsi que l'on sait que c'est par transfert de savoir-faire, dans notamment le maraîchage, que l'on a vu prospérer en grande terre la tomate, les produits maraîchers qui n'existaient pas avant. Parce que beaucoup d'agriculteurs ne sont pas revenus, comme beaucoup de personnes ne sont pas revenues. On a vu un transfert de richesse entre la Basse-Terre, qui encore à l'époque était quelque part prospère. On avait déjà du problème, mais le port de Basse-Terre restait encore un port bananier actif. C'est vrai que ce n'est pas uniquement la soufrière qui a été à l'origine de ça. Il y a eu la technique, l'invention des PCRP, les routes qui étaient plus praticables et donc plus rentables pour les exportateurs, et en particulier les bananiers. Mais manifestement, la Basse-Terre a eu du mal à se remettre de ce choc-là. Et 30 ans après, on en souffre encore. La population grande-terrienne a accueilli volontiers les compatriotes de Basse-Terre. Mais il est certain que 60 000 personnes qui sont déplacées maintenant dans une région où il y en a également à peu près 120 000, 180 000, cela fait qu'il y a eu un ras-le-bol. On nous a accueillis très bien. Mais quand même, en plaisantant, on nous appelait Macma, comme ça, mais enfin, ce n'était pas méchant. Beaucoup de boutiques, de commerces de Basse-Terre ou d'entreprises qui se sont déplacées
vers la Grande Terre et vers Pointe-à-Pitre notamment, beaucoup de ces entreprises, sinon beaucoup, une bonne partie de ces entreprises ne sont pas retournées à Basse-Terre, compte tenu que les conditions dans lesquelles elles ont vécu à Pointe-à-Pitre et du fait qu'il y avait peut-être une clientèle qui était plus favorable que celle habituelle à Basse-Terre, beaucoup de ceux-là sont restés en Grande Terre, ce qui n'était pas effectivement fait pour contenter leurs concurrents potentiels. Sur le moment même, ça a été un choc considérable. Et notamment, la Basse-Terre a eu l'impression d'être abandonnée et que même certaines personnes étaient assez contentes de mettre une croix sur la Basse-Terre, ce qui n'était évidemment pas le désir des pouvoirs publics. La préfecture est toujours ici, elle n'a pas changé. Bon, le bruit courait. Il y a toujours eu cette distinction entre le chef-lieu, entité politique et administrative, donc Basse-Terre, capitale, chef-lieu du département, et puis Pointe-à-Pitre qui depuis longtemps, je vais presque dire depuis toujours, a été considérée comme la capitale économique du pays. La dévitalisation, disons ça comme ça, de Basse-Terre s'est accélérée après la Soufrière. On a vu partir beaucoup de grandes administrations, dont la dernière, c'est la Chambre régionale des comptes. Et même encore, très récemment, au début des années 90, il y a eu un débat. Fallait-il installer l'hôtel de la région Guadeloupe à Basse-Terre? Donc il y a eu ce perpétuel questionnement sur la place de la Basse-Terre dans l'animation économique, disons, politique du pays. Basse-Terre était une ville morte. Et là, j'ai mesuré, au bout de quelques temps, tout ce qui divisait, séparait Basse-Terre de Pointe-à-Pitre. Il y a eu incontestablement une volonté à ce moment-là de rayer Basse-Terre de la carte géographique. Tous les crédits de la région de Basse-Terre étaient supprimés. Le projet de construction aux abîmes d'une préfecture avait été retenu. Il faut rendre hommage à Frédéric Jalton, à Bangou, qui se sont opposés à cela, qui ont dit « Nous sommes dans une situation provisoire, ne faisons pas du définitif ». Mais il y avait des fonctionnaires qui voyaient le gosier, les plages, et qui considéraient qu'ils étaient mieux à Pointe-à-Pitre qu'à Basse-Terre. Et tout a été fait pour installer définitivement Basse-Terre à Pointe-à-Pitre. Je me souviens que beaucoup de gens disaient « Oh là là, le préfet prépare, il veut arriver à Pointe-à-Pitre. » Non, j'ai dit, moi, dès que je pourrai, je reviendrai. Il y a des équilibres. Une capitale administrative d'un côté, une capitale économique. Je ne vois pas pourquoi cela changerait. J'étais une personne réfugiée transitoire et temporaire, mais j'ai bien senti que je repartirais là-bas avec toute la population. Lorsqu'on est retourné à Basse-Terre, la première fois qu'il y a eu un embouteillage à Basse-Terre, tout le monde a applaudi. Oui, parce que les rues étaient restées très longtemps désertes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu peur et qui ne sont pas revenus. Mais en fait, Basse-Terre est toujours là. Et la Soufrière aussi. Le retour a été un petit peu trop long pour nous. On a, à notre avis, attendu beaucoup trop longtemps, puisque nous estimions que depuis le mois d'octobre et novembre, on aurait pu déjà refonctionner à Basse-Terre. C'est vraiment à partir de la fin décembre et puis janvier-février que les administrations sont progressivement revenues et que la population elle-même a pu revenir, que nos institutions se sont remises à fonctionner de manière un petit peu plus correcte et plus normale que ça n'avait été le cas pendant toute cette période d'évacuation. Il y a au moins un personnage qui a affiné sa stature locale à partir des événements de la Soufrière, c'est Lucette Michaud-Chevry. Il faut qu'on se rappelle comment elle a été, en tant que vice-présidente socialiste du Conseil général de la Guadeloupe, en pointe sur la défense de la Basse-Terre. Et elle est apparue comme quelqu'un qui savait s'opposer précisément au pouvoir en place. C'est la même qui, en 1981, va prendre la tête
du comité de soutien à Valéry Giscard d'Estaing aux élections présidentielles et qui va se retrouver ensuite en 1982 présidente à la tête d'une majorité de droite du Conseil général de la Guadeloupe. Et là commence sa saga. Il est regrettable qu'il y ait eu des tensions entre les experts relancés par la presse et qu'il faut éviter de mélanger les genres avec l'utilisation, pour des raisons médiatiques, de difficultés entre les experts. Alors c'est vrai que Haroun Tazieff, paix à son âme, c'était un homme très sympathique, mais a voulu probablement utiliser cela pour régler des comptes devant la presse avec des autres experts comme Alleg, qui était son patron, puisqu'il était président de l'Institut de physique du globe. Tout cela est possible. Que M. Tazieff a été un peu utilisé par certains élus qui ont voulu éventuellement, quand il revenait, pouvoir s'afficher avec lui. Tout ça, c'est un peu, disons le mot, c'est un peu secondaire. Dans l'opinion publique, je crois qu'en conscience, Tazieff était un homme qui avait beaucoup de qualités, mais qui, soyons honnêtes, n'était pas, contrairement à ce qu'il pense, le plus grand spécialiste des volcans. Il a quitté la Guadeloupe alors que c'était son travail. C'est votre serviteur qui a été obligé de rester, alors que c'était pas mon travail. J'étais directeur de l'Institut de physique du globe. Mais je suis resté précisément parce que lui ne restait pas. Il a été déchargé de ses fonctions parce qu'il n'était pas là, c'est tout. Attendez, c'est tout simple s'il avait été là. S'il était resté en Guadeloupe, s'il avait pris les choses en main, il prenait les choses en main. C'est tout, c'était lui qui était responsable. C'est ça qui a été extraordinaire, que les gens ne voient pas ça. C'est-à-dire la raison pour laquelle il était sanctionné, c'est parce qu'il n'était pas en Guadeloupe. Donc c'est toujours facile de dire ça risque rien et je m'en vais. Si vous dites ça risque rien que vous restez au bas du volcan, ça a une signification. Mais si vous dites ça risque rien que vous partez, c'est pas très crédible. C'est une petite politique qui mélange dans ça. Il ne faut pas mélanger politique et puis scientifique. Ça ne peut pas faire ça. Alors, Tazieff a tiré sur le côté, Alleg a tiré de l'autre côté, et chaque monde a tiré parti à eux, tout le monde devait gagner, au final de compte, c'est parti la sortie nulle. Hein. Alors voilà, nous sommes ici maintenant, au Bain Jaune. Nous allons prendre ce sentier qui va nous mener sur le Pas du Roi, qui est un sentier classique d'accès à la Soufrière, qui nous permet d'éviter la route principale et d'arriver ainsi au parking, à l'ancien parking. Et à partir de là, nous prenons le chemin des Dames, tout le long, sur le flanc ouest de la Soufrière. Nous passons au nord, et à partir du nord, nous grimpons sur le sommet. Et le sommet, c'est cette partie rouge ici. Et nous allons aller en plusieurs sites sur le sommet. Michel Feuillard aurait dû être le seul interlocuteur auprès de la population. Le scientifique donne son opinion dans des réunions scientifiques, mais le seul interlocuteur valable, c'était celui qui était sur place depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et qui avait autorité technique ou scientifique pour parler à la population. D'où cette guerre de scientifiques que personne n'a comprise. Et donc, on est arrivé à une évacuation, mais une évacuation qui était inéluctable. Quel que soit celui qui avait raison, Tazieff qui disait qu'il n'y aurait rien eu, Bruce qui disait que ça serait cataclysmal, et Alleg qui disait lui aussi qu'il allait se passer quelque chose, de toute façon, il fallait évacuer la population puisque l'atmosphère et l'environnement de la Basse-Terre n'étaient pas vivables. Quand il s'agit de la sécurité des personnes et des biens, une seule personne peut commander. On ne va pas faire aux voix pour savoir on évacue, on évacue. Il y a une seule personne. Institutionnellement, c'est le préfet au nom de la République. Et donc, c'est cette impression très lourde. On fait ou on ne fait pas. Nous sommes sur la station du forage de la Savane à Mulet.
Nous avons ici un forage, un tubage de 50 mm de diamètre, 5 cm, qui descend jusqu'à 100 mètres de profondeur, c'est un tube, et qui tombe dans une nappe phréatique. Et nous avons dans ce tube, au niveau de la nappe phréatique, des capteurs. Et 3 des capteurs nous avons un hydrophone, nous avons une sonde de mesure de température, et nous avons également une mesure de hauteur de niveau d'eau dans le tube. Et cet ensemble-là est acquis par le matériel électronique qui est ici, et l'ensemble est télémétré vers l'observatoire volcanologique. Il s'agit d'une station entièrement autonome qui est télémétrée automatiquement. Nous n'avons pas besoin de venir ici, sauf pour la maintenance ou les perfectionnements, la maintenance traditionnelle. Et c'est une station entièrement autonome du point de vue aussi énergétique, parce que nous utilisons des panneaux solaires et des batteries qui permettent au système d'être complètement autonome et de fonctionner même en cas de crise. On sait que cette crise aurait pu évoluer vers quelque chose de très très dangereux. On sait qu'il est venu du magma, on sait qu'il y a eu une vraie alerte. Et déjà, on avait des indices à l'époque. On avait des indices, mais ils n'étaient pas très 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 forts. Maintenant, on le sait par l'étude des gaz, par l'étude des fumerolles qui sont sortis, par l'étude des produits qui ont été projetés. Oui, il y avait une montée de magma. Mais les montées de magma, elles ne vont pas forcément, elles conduisent pas toujours à des éruptions, sinon on saurait prédire facilement, quoi. Si on en croit les témoins de l'époque, on voyait qu'il y avait un risque. Alors il a fallu dans un premier temps évacuer. Ce qui a été grave, c'est que l'on a maintenu cette évacuation beaucoup plus longtemps qu'il aurait fallu. Et là-dessus, je crois que Haroun Tazieff avait tout à fait raison de dire que c'était pas normal de maintenir les gens. D'ailleurs, ça a créé des situations, des problèmes économiques. Et comme ce sont les gens qui en avaient le plus besoin, qui en ont le plus souffert, qui avaient le plus de besoins, disons, économiques, qui en ont le plus souffert. Il y avait les problèmes de bananes. Par contre, il y a eu des indemnisations d'un certain nombre de gens. Et puis ceux qui étaient partis, qu'on a mis à loger dans des conditions précaires à Pointe-à-Pitre ou ailleurs, en ont souffert et ont mis beaucoup de temps à revenir chez eux. Et il y a eu, ça a été, au point de vue économique, disons, pour l'État français, ça a été quelque chose de très coûteux. Alors là, on arrive à la Fente du Nord. La Fente du Nord, c'est la Grande Faille aussi, on l'appelle, qui a été très active en 1976. On va descendre au fond pour mesurer l'écartement de la fracture. Est-ce qu'elle se ferme, est-ce qu'elle s'ouvre? On fait des mesures tous les 3 mois maintenant. Et ces mesures nous permettent de savoir s'il y a des déformations liées à de la pression, soit de vapeur d'eau, soit de magma. Donc on va descendre, on va utiliser un extensomètre qu'on va installer sur les 2 côtés de la paroi. Voilà, François et Olivier vont descendre dans la Fente du Nord, avec l'extenso pour faire une mesure. Donc c'est pour information. Finalement, la querelle scientifique qu'il y a eu entre Brousse, Tazieff et Allègre est une querelle qui est saine. Hein. La science est basée sur des conflits d'idées scientifiques. Donc ce conflit, il aura probablement lieu à l'avenir. Simplement, ce qui n'était pas sain, c'était la façon de le transmettre et de le transmettre notamment à la population via les médias, mais de le transmettre aux autorités avec un préfet qui devait prendre une décision. Aujourd'hui, on sait beaucoup mieux gérer le problème et Montserrat a été l'exemple parfait où on a mis autour d'une table une dizaine de scientifiques qui avaient des avis différents, exactement comme Tazieff et Allègre en 1976. Et de ces avis différents est né un compromis, un compromis qui va toujours dans le sens de la sécurité de la population. Et ce compromis a été transmis aux autorités. Les gens ont été évacués et de nombreuses vies ont été épargnées. Cette fracture-là, elle a été activée en 1976. On pense qu'elle peut, juste avant une explosion magmatique ou phréatique, légèrement s'écarter ou se refermer, avoir des mouvements, quelques millimètres ou des fractions de millimètres, mais qu'on va mesurer avec notre extensomètre sur un certain nombre de sites. On a une quinzaine de sites sur l'ensemble du dôme. Aujourd'hui, le travail, il est un petit peu plus confiné dans les bureaux devant des ordinateurs parce que tous ces capteurs sont automatisés.
Ils envoient les informations par les antennes que vous avez ici au-dessus de vous. Et ces informations vont dans des ordinateurs, se retrouvent pré-traitées par des ordinateurs qui vont nous livrer sur un plateau les informations pré-mâchées qu'on n'a plus qu'à interpréter. En 1976, Michel Feuillard devait monter plus souvent sur le volcan, observer visuellement ce qui se passait, mesurer des températures de fumerolles et essayer de faire de la prévision à partir de ces éléments. Les seuls instruments automatisés qui existaient à l'époque étaient les sismomètres. Il y en avait 4 ou 5 sur la Soufrière, pas suffisamment malheureusement pour arriver à détecter la profondeur des séismes. Et la profondeur des séismes, en fait, maintenant on sait que c'est l'élément essentiel qui nous permet de distinguer une éruption magmatique d'une éruption phréatique. L'Observatoire nous accompagne dans l'ensemble de nos démarches d'information au niveau de la population. Et l'an dernier, nous avons fait l'ensemble des quartiers de Saint-Claude pour informer la population sur les risques volcaniques, sismiques. Expliquer ce que c'était. M. Bauducel nous a accompagnés. On commençait à 18h. On s'arrêtait vers 22h. Et pour répondre aux questions, donc de très bonnes informations. Récemment, nous avons voulu faire un petit retour sur l'évacuation du 8 juillet 1976. Et l'Observatoire était encore avec nous, expliquant, informant, cherchant à compléter les informations et parfois à enlever certaines idées reçues. C'est un partenariat que nous louons et que nous saluons. Il s'agit d'un volcan explosif. Comme tous les volcans explosifs du monde, ce sont des volcans extrêmement dangereux qui, fort heureusement pour nous ici en Guadeloupe, est doté d'un observatoire de surveillance, donc il ne devrait pas y avoir de victimes. Les volcans explosifs, on les appelle aussi des volcans tueurs. C'est-à-dire que ce sont des volcans qui sont des espèces de bombes. Ils explosent. Il n'y a pas de rivière de lave, il n'y a pas de coulée de lave au sens où on a l'habitude de l'entendre, mais on a des projections de blocs de lave, de blocs de pierre incandescents. Et ça, c'est dangereux et c'est cataclysmal. Rappelez-vous l'éruption de 1902 à la montagne Pelée. Donc on a des possibilités d'avoir des nuées ardentes, comme à Montserrat, comme à la montagne Pelée, ce qu'on appelle des coulées pyroclastiques, des avalanches pyroclastiques, et c'est des éléments dévastateurs. Ce qui fait que la Soufrière de Guadeloupe est un volcan qui est capable de faire de grosses bêtises. Autant on peut dire que la plupart d'entre nous verra un tremblement de terre important aux Antilles, autant on peut dire également qu'il y a beaucoup moins de chances qu'on ait une éruption volcanique importante, magmatique. Parce que l'éruption volcanique, c'est à l'échelle géologique, et l'échelle géologique, c'est des millions, des centaines de milliers, des dizaines et des milliers d'années. Donc à l'échelle de l'homme, je ne sais pas si on peut voir une éruption à la montagne Pelée, qui vous avez constaté n'a pas duré longtemps. Il y en a eu 2, une en 1902 et une en 1929. Une éruption à Montserrat, qui, elle, dure beaucoup plus longtemps déjà. Et une autre éruption à la Soufrière. Je n'exclus pas une éruption à la Soufrière, mais la probabilité qu'il y ait une éruption à la Soufrière importante, une éruption importante à la Soufrière, est beaucoup plus faible que la probabilité qu'il y ait un tremblement de terre important. Le principal problème qui n'est toujours pas réglé aujourd'hui, c'est de savoir combien de temps dure une éruption. Lorsque l'éruption a démarré, on est malheureusement incapable de savoir quand elle va se terminer. Donc la prochaine évacuation, si évacuation il y a, le problème du retour des gens chez eux va être malheureusement tout aussi compliqué qu'en 1976. Volcan là, ça nous va vivre en pied à volcan là. C'est grâce à volcan là ça qui fait de nous de l'eau potable. Nous n'avons sans terre mal, nous n'avons terre fertile. Que tout le monde a parlé de volcans, mais il ne va pas parler de mal, mais il ne va pas parler de bien. Eh bien, là, il faut apprécier ça au tini. Si chasser nous demain matin, nous pouvons rester dire, mais nous pouvons retourner après.